Bonjour tout le monde. Où est-ce que tu veux passer? Bonjour à tous, Est-ce que vous êtes chaud? extrêmement chaud. Merci infiniment pour votre déplacement et d'assister à cette petite table ronde autour du sport et de l'investissement. Merci infiniment Cyril d'être venu et de participer à cette table ronde. Merci Maxime également. Je vais, avant de débuter, présenter notre auditoire. Donc, Cyril, plus besoin de le présenter. Vous le connaissez tous sous l'aspect de sportif de haut niveau, combattant de MMA dans l'organisation la plus importante de ce sport, à savoir l'UFC. Il a décroché la ceinture intérimaire de poids lourd. Et très bientôt, en tout cas c'est ce que je te souhaite, la ceinture champion incontesté, ceinture poids lourd. C'est ce qu'on lui souhaite. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout cette facette-là de Cyril que l'on attend. C'est une facette que vous connaissez certainement pas. C'est la facette de l'athlète entrepreneur. Que Cyril va nous partager son expérience et également sa vision de l'investissement. On est également accompagné de Maxime, Maxime qui est le DG France de Artex. Artex qui est une plateforme, c'est le tout premier marché régulé spécialisé dans l'art. Donc Maxime nous en parlera bien plus précisément dans quelques instants. Moi je suis le fondateur de Taylor Trucks, une société qui est spécialisée dans la confection de costumes et chemises sur mesure et qui est également l'habilleur officiel de l'événement. Donc pour débuter... Et de Cyril Gann. Et de Cyril Gann, exactement, et de Maxime aussi. Pour débuter, voilà, on a vu, Cyril, que tu passes énormément de temps forcément à t'entraîner, ta carrière professionnelle est ta priorité. On sait malheureusement qu'une carrière sportive, elle peut être courte, elle peut être parsemée de chemins. L'idée est également de commencer à préparer peut-être éventuellement l'après-carrière. Pourquoi, selon toi, c'est important justement de préparer cette après-carrière ? C'est très évident, encore plus quand on a le nez dedans. Une blessure, par exemple, c'est un des exemples possibles d'une rupture dans une carrière d'un sportif. Ça va très vite. On va parler de mon frère aussi tout à l'heure. David était, je crois que tu n'étais pas au courant, toi non plus. David était un très grand sportif. Il devait faire de belles choses. À un moment donné, il a eu une très grosse blessure au basket. Et du coup, il s'est réorienté. Donc, bon, ne serait-ce que par le biais de mon frère, déjà, j'avais eu des exemples. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière très tardivement. Oui, à fond, je suis toujours à fond. Mais on n'oublie pas d'assurer ses arrières. Et on en parlera, oui. Comment on choisit l'après-carrière? Mon entourage, David, est quelqu'un de très smart. Et c'est d'ailleurs lui qui m'accompagne sur le Family Office. C'est même lui qui gère quasiment la totalité du Family Office. Moi, je suis là pour la communication, pour l'image, pour le réseau. Le réseau, on en parlera aussi avec Maxime tout à l'heure. Les affinités, pardon. Mais oui, actuellement, toujours à 100%. Bon, vous avez vu l'actualité. Normalement, je vais avoir un combat à Spinal numéro 2. Je pense qu'il ne devrait pas tarder, j'espère. Donc, on n'a pas de date, hein. Ne posez pas de questions, il n'y a toujours pas de date. Donc, je n'ai pas le choix de rester encore à fond dans les entraînements, malgré que ça fait déjà presque un an que je prépare ce combat-là. Et ouais, malheureusement, je pense que c'est pareil dans le milieu professionnel, dans l'entrepreneuriat. J'ai eu des discussions, tu vois, avec mes proches, mon cercle très proche, et ouais, tu es obligé d'être à 200%. Tu peux pas être et le meilleur combattant au monde, et le meilleur père au monde, et le meilleur ami du monde, et le meilleur ceci, cela. Donc à un moment donné, tu es obligé de t'isoler, créer un tunnel, une bulle, et y aller à 200%. Mais ça aussi, on en parlera après. Justement, moi je rebondis sur le Family Office. Donc toi tu es le fondateur avec ton frère d'un Family Office qui s'appelle Loricis Capital ou Venture, non, Venture, Loricis Venture, sur lequel tu as déjà des participations dans différentes sociétés. Moi ce qui m'intéresserait, je pense aussi également au public, c'est qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce projet, qui est un projet aussi familial, et quelle est votre vision justement sur le développement de ce Family Office? Déjà, c'est de se concentrer et de s'orienter justement sur mes investissements, sur mon patrimoine.
Mais ça s'est fait de manière très naturelle, très vite. D'un coup, j'ai eu une notoriété. D'un coup, j'ai eu des sollicitations pour de l'investissement, pour des business. Et donc, très vite, mon frère a compris ça. Et donc, très vite, il a arrêté de travailler et s'est mis à travailler avec moi. Donc, on a créé ce Family Office. Et ouais, le but, c'est de faire tout simplement des smart moves et de découvrir et d'apprendre avec des gars comme Maxime, créer des relations d'affinité. Maxime, aujourd'hui, on bosse avec. Je pense que si on bosse avec toi, à la base, c'est parce que affinité, tu vois. Donc, c'est un peu aussi mes orientations. Donc, oui, on vient me chercher. Il y a le monde extérieur qui vient me chercher dû à la notoriété, parce que j'intéresse les entreprises, parce qu'en termes d'image, etc., on n'est pas bête. Mais de l'autre côté, moi aussi, j'ai mes intéressements financiers, mais pas que. Bien sûr, le financier prend beaucoup de place, mais la vérité, c'est que j'investis dans des choses qui me parlent. C'est quand même moi, même si c'est le frangin qui s'en occupe à 90%, c'est quand même moi le premier concerné. Et si jamais demain je veux défendre quelque chose, j'ai besoin de m'y intéresser, j'ai besoin tu comprends? Donc c'est beaucoup d'investissement dans mes univers. Donc ça va être bien évidemment le sport, le bien-être, la santé mentale, le développement aussi, notamment des jeunes, etc., la facilité, l'art également. De toute manière, pour On moi, va y venir, voilà. le sport fait partie de l'art pour moi. Donc, bref. Anyway, donc ouais, c'est beaucoup très orienté vers ce qui m'attire. Est-ce que tu comprends aussi, je suppose? Exactement, c'est exactement ça. Si je comprends pas, ça va pas m'attirer. On est d'accord. Et du coup, moi, je rebondis un petit peu sur Maxime. Donc, Maxime, qui est le DG France de Artex. Laurie Six a investi, donc du coup, est au capital de Artex. C'est l'une des participations de votre portefeuille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement la raison d'être d'Artex et la nouveauté justement de cette entreprise dans le domaine de l'art? Bien sûr, merci pour l'invitation. Je pense que la première chose peut-être à dire sur Artex Global Market, c'est que contrairement à tout ce qui s'est fait dans l'art depuis pas mal d'années, Artex n'est pas un fonds d'investissement dans l'art. Ça n'a rien à voir avec crypto-monnaie, marché non réglementé, NFT, token. Artex, c'est vraiment, et c'est très intéressant par rapport au lieu où nous sommes aujourd'hui. Le Palais Brongniart, c'est le lieu de la bourse de Paris historique. Et en fait, Artex Global Market est vraiment un marché boursier, comme Euronext, comme le Nasdaq, qui est agréé, qui a une licence au sein de l'espace économique européen, avec une architecture très classique, une chambre de compensation des dépositaires centraux que vous connaissez, que ce soit Clearstream, Euroclear. Et en fait, c'est vraiment l'unique marché boursier réglementé conforme MiFID II qui est dédié à la cotation et à la négociation de sociétés qui ont pour seul actif un chef-d'œuvre de la peinture. En fait, il faut comprendre que Artex en fait, est présidé et a été fondé par le prince Venceslas de Liechtenstein. Et les piliers d'Artex sont on va dire, en cohérence avec l'histoire de la famille princière de Liechtenstein, puisque, si je dois dire 3 piliers, il y a le premier qui est la démocratisation à l'art en tant qu'investissement, parce que l'art a des propriétés de valeur refuge, parce qu'aussi elle enregistre une très bonne performance sur le temps en tant que classe d'actifs. Le deuxième pilier qui est très important, c'est la réglementation, la liquidité et la transparence. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit au début. C'est vraiment un marché boursier, donc une bourse, conforme MiFID II, dont les prix évoluent en fonction de l'offre et de la demande, et qui, avec une cotation continue, bien sûr. Donc ça, c'est le deuxième pilier qui est très important. Et d'ailleurs, en découle l'accessibilité, puisque c'est grâce à ça qu'on peut être dans un compte titre ordinaire, dans un PEA même, dans un contrat de capi, dans un contrat vie. Et enfin, le troisième pilier qui est très important et toujours en cohérence avec l'histoire de la famille princière, c'est de libérer la dimension éducative de l'art, puisque tous les chefs-d'œuvre de la peinture qui sont cotés en bourse sur Artex Global Market sont obligatoirement placés gratuitement dans un musée. Le but, c'est bien sûr de sortir les chefs-d'œuvre des ports francs
des résidences privées et de les mettre accessibles auprès de tous dans des musées, parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement, le plus grand musée du monde n'est malheureusement pas le Louvre, c'est le Port-Franc de Genève. Et en fait, l'art, on y reviendra avec Cyril, parce qu'il a beaucoup d'attrait par rapport à l'intemporalité, que ce soit à travers l'art, mais l'art a une très grande valeur éducative, une valeur patrimoniale, bien sûr. Et en fait, on a tous appris un bout d'histoire sur le Guernica de Picasso. Et donc, ça reste assez dommage de se priver en fait, de cette ressource éducative. Donc voilà, en quelques mots, Artex. Intéressant. Et justement, je voulais rebondir un petit peu sur votre collaboration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, on va dire, ce projet d'association s'est fait, sur quelle base vous êtes partis ensemble? Alors peut-être pas partir sur le détail on va dire de la prise de capital, mais moi ce qui m'intéresse c'est plus quelles sont vos valeurs communes, quels sont les intérêts de chacun, en fin de compte, aussi bien toi Cyril que Maxime. Toi Cyril d'être au capital d'une société comme celle-ci, et toi Maxime d'avoir voilà, un sportif de haut niveau qui a quand même une certaine renommée. Voilà, quel est l'intérêt pour vous deux? Bon, je commence et tu continueras. T'as le micro, garde-le. Non, mais je pense que moi, je connais Cyril depuis pas mal d'années maintenant. Ce qui m'a beaucoup frappé chez Cyril dès le départ, premièrement, bon, c'est sa curiosité qui va bien au-delà du sport, que ce soit pour la mode, pour le cinéma, pour l'art, mais aussi pour l'investissement, l'entrepreneuriat. Et le deuxième trait, je dirais, qui est très important, enfin en tout cas que j'ai senti, et que je sens aussi chez David, hein, c'est la conscience aiguë de la temporalité. Donc il en a parlé, la carrière, l'après-carrière. C'est vrai qu'aujourd'hui les sportifs doivent beaucoup, un sportif doit beaucoup penser à son après-carrière, mais également l'intemporalité liée à l'art, liée à la culture. Il vous en parlera, mais voilà, Cyril, par exemple, il a fait des partenariats avec l'armée sur certaines formations. C'est des choses en fait pérennes. Et je pense que cette notion de temporalité est très importante parce qu'elle est aussi très présente chez le prince Venceslas de Liechtenstein. C'est une famille très vieille, très discrète. Et c'est vrai que ces notions de temporalité sont très importantes. D'un point de vue, on va dire, plus business, corpo, Cyril, bien sûr, voilà, comme tout sportif et surtout de sa qualité, c'est un vecteur d'inclusion, ça permet de démocratiser, ça contribue à toute cette notion-là. Mais je pense que les deux traits, moi, que j'aime, entre guillemets, retenir, c'est peut-être ces deux points. Tout à fait d'accord avec ces deux points-là. Ce que je pourrais ajouter, c'est que le lien s'est fait par des relations communes, d'amitié, des amis qui le connaissaient et on s'est rencontrés et on a appris à se connaître. Et moi, c'est une des choses aussi qui m'attire dans l'investissement, c'est les valeurs humaines. C'est les valeurs humaines, c'est l'intéressement qu'on a pour autrui. Et ce que j'ai trouvé chez Le Prince et chez Maxime, c'est exactement ça. C'est un échange, et peu importe les classes, hein, attention, parce que bon, j'ai déjà été invité à des événements, il y avait le gratin de ce qui peut se faire sur cette planète, et pour autant, il n'y a pas de hiérarchie faite de leur part, et il y a un réel échange humain. Et donc, ouais, moi qui suis très curieux, tout de suite, ils m'ont intéressé, je les écoutais, je buvais tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils pouvaient me raconter, que ce soit business ou de manière historique avec le Prince, avec tous ces tableaux qu'il a chez lui, etc. Bon, bah, bref, ça m'a inspiré et ça faisait sens pour moi. Intéressant. Et du coup, sur l'ensemble des investissements de Lauricis Venture, il y a toujours ce côté réseau où il y a eu également des participations qui étaient purement financières. Des deux, Les deux. c'est les deux, c'est les deux. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, comme j'ai pu l'évoquer, mais intrinsèquement, moi je me connais. Et c'est dû à mon expérience aussi. Bon, je vais rentrer dans les détails, mais il y a des choses, par exemple avec Kobe, pour faciliter les gens à l'accès au sport, l'équipement du sport, que ce soit les licences, etc.
quand j'étais jeune, ben, papa et maman n'avaient pas beaucoup d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, quand je m'intéressais à un sport, ben, c'était pas forcément gagné d'avance de pouvoir le pratiquer. Donc, j'ai eu la chance d'être intéressé très jeune par le foot. Mais tout ce qui suit derrière, l'investissement, l'intéressement du sport chez le jeune, pour moi, par exemple, en France, c'est pas assez. Développé. C'est pas assez développé. Il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas assez d'enseignement là-dedans, il n'y a pas assez de croyances. Quand on me parle à l'école, ben, que ce soit l'histoire géo, le français, l'anglais, et ensuite on vient parler peut-être un peu du sport, des arts, de la musique, comme si c'était pas une matière importante. Ben, ça, par exemple, ça c'est des choses moi qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Parce que pour moi, l'art, la musique, le sport, c'est une issue comme tout autre métier. C'est de la culture. Et en France, bon ben voilà, c'est des choses comme ça qui m'intéressent dû à mon expérience personnelle. Et souvent, je suis très intéressé à investir et à développer ces secteurs-là. Et justement, pour rebondir sur l'investissement et les exigences d'un athlète de haut niveau, est-ce que tu peux peut-être nous partager si tu trouves il y a un lien entre les valeurs d'un sportif de haut niveau, tout ce qui est exigence, et d'un investisseur? Euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je veux parler Sur ta vision. sur ma vision, je veux Ouais. parler de mon expérience personnelle. Euh, et j'ai déjà entendu des PDG de très 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 grandes entreprises évoquer aussi ces sujets-là. En disant qu'intrinsèquement, eux n'avaient pas forcément de qualité apparente, mais la grosse qualité qu'ils avaient, c'était de savoir s'entourer. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé le MMA, pour ceux qui suivent un petit peu ma carrière, j'ai tout de suite été entouré, notamment le premier acteur principal, c'est Fernand Lopez, qui m'a tout de suite mis un contexte, un univers, un écosystème propice à justement À évoluer sereinement. exactement. Et donc j'ai tout de suite appris les codes de bien savoir s'entourer. Et je pense que ouais, le premier, t'as beau avoir des qualités, si tu tapes au mauvais sport, ça va être compliqué d'avancer. Donc bien s'entourer avec les personnes qui vont pouvoir t'élever et pouvoir te faire briller et tailler le diamant comme il faut. Donc, Ouais, donc je dirais bien s'entourer. Après, bien évidemment, bah, le travail, l'investissement de soi-même. Je parlais tout à l'heure de sacrifice pour le dernier combat, qui malheureusement s'est terminé en no contest. Bah, je me suis privé de ma famille pendant 3 mois. Tu vois, comme je disais, on ne peut pas être meilleur père, meilleur ami, meilleur hein, et être le meilleur combattant du monde en même temps. Donc voilà, on parle de sacrifice. Et en 3, je dirais la chance. Alors la chance, c'est pas juste le mot chance tout seul, parce que je pense que dans la vie, la chance, c'est savoir aussi un petit peu ouvrir les yeux sur les multiples opportunités qui se présentent à nous et savoir avoir le nez et choisir parfois les bonnes, suivre son intuition. Donc c'est pour ça aussi, je dirais, bien se connaître, avoir confiance en soi et bien se connaître pour optimiser cette chance en fait et saisir toutes ces occasions que la vie nous propose au final. c'est vrai que la chance fait partie d'un parcours. Maintenant, je pense que enfin, la réussite ne peut pas se reposer sur juste la chance. C'est bien ce que je dis. On force la chance. On force la chance et il faut savoir saisir les opportunités. Moi aujourd'hui, j'ai toujours été bon dans le sport, ça je l'ai toujours su. Malheureusement, j'ai jamais su saisir les bonnes occasions. C'est uniquement à l'âge de 25 ans qu'à un moment donné, la vie, les circonstances, etc., me dit que bon, c'est peut-être ma dernière chance pour réussir dans le sport. Et je l'ai saisi, tu vois. Et après, derrière, j'ai fait une transition de la boxe taille au MMA. J'ai saisi cette chance-là. J'ai eu confiance en moi, j'ai pris des risques. Donc voilà, quand je dis le mot chance, c'est un univers assez large. On revient sur le fait de forcer sa chance. C'est ça. C'est jamais gratuit, mais il faut savoir saisir les opportunités. Et pour revenir un petit peu sur le family office, est-ce qu'il y a une philosophie particulière d'investissement? Est-ce que, hormis bien sûr voilà, les entreprises sur lesquelles vous comprenez, qui sont dans des domaines, donc notamment l'entertainment, la culture, le sport, etc., mais est-ce qu'il y a une philosophie particulière de rentrer dans le capital de certaines entreprises? Donc je précise aussi que c'est des entreprises qui sont non cotées en bourse.
On est en train de se faire les armes David. avec David, avec le frangin. Donc je ne parlerai pas encore de philosophie. Pour l'instant, on est en train de s'affiner, on est en train de créer notre réseau. Et comme je dis, on essaye de saisir les opportunités de manière la plus intelligente possible, en étant aussi conseillé par rapport à des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc pour l'instant, la philosophie, c'est celle-ci. C'est ne pas avoir peur de faire un pas en avant, mais de manière quand même maîtrisée. Très bien. Et je rebondis aussi sur toi, Maxime. Alors, tu collabores aussi avec des sportifs de haut niveau ou on va dire des célébrités. On a sans doute des entrepreneurs dans la salle. Est-ce que ce serait peut-être intéressant de nous expliquer, selon toi, comment un entrepreneur pourrait pitcher son entreprise auprès d'un athlète ou un sportif de haut niveau? Parce que, comme tu nous l'as expliqué, Cyril, on va dire que les critères pour vous de sélection d'une entreprise ne sont peut-être pas les mêmes pour un financier pur, ce qui est normal. Donc du coup, peut-être, Maxime, nous expliquer quels pourraient être justement les critères qui intéresseraient un sportif de haut niveau si un entrepreneur dans la salle souhaite mettre en avant sa société. Alors, je n'ai pas la prétention de donner des leçons, mais je peux parler de mon expérience personnelle. Je pense qu'il y a peut-être 3 dimensions, enfin en tout cas que moi j'ai essayé de comprendre. Cyril en a parlé, c'est la discipline extrême que demande le sport de haut niveau. Le deuxième, je dirais, c'est l'écosystème qui est de facto un peu limité, parce que la discipline et la rigueur est tellement là qu'il doit se dédier, le sportif, son équipe, au sport, à l'athlète. Et enfin, le troisième point, c'est toujours cette notion de temporalité, de brand equity, parce que en fait, le sportif, il a quand même une carrière éphémère. L'héritage qu'il va donner à cette carrière, c'est ce qui va permettre de continuer à générer des revenus ou de continuer à investir, peu importe, mais qui va être quand même très déterminant. Donc je pense que c'est... Moi, j'ai vraiment en tête un peu ces 3 piliers. Alors concrètement, par quoi ça se matérialise? Nous, on a toujours voulu, que ce soit avec Cyril ou que ce soit avec d'autres sportifs ou avec des artistes, on a voulu vraiment apporter de la valeur à son environnement professionnel. Que ce soit par le partage d'expériences avec d'autres artistes. Il a parlé du prince Venceslas, mais c'est aussi des individualités qui ont des visions qui sont différentes, qui peuvent être uniques, etc. Donc c'est vrai que... Mais Cyril a déjà rencontré, par exemple, les dirigeants de nos partenaires bancaires, que ce soit Crédit Agricole, donc, et d'ailleurs, je pense que je parle un peu pour toi, et je parle sous ton contrôle, mais globalement, moi j'ai toujours senti chez toi une envie de découvrir, j'en reviens à la curiosité, mais des personnalités de mondes différents, de secteurs différents, et puis parce que c'est aussi assez inspirant. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, j'en arrive sur cette partie de temporalité, de brand equity. Je pense que aujourd'hui, encore plus, les artistes et les athlètes, alors je disais, ils sont vecteurs d'inclusion, mais ils sont très rapidement mis, ou considérés comme des porte-drapeaux, comme des véhicules de valeurs collectives, comme des exemples, même par la jeunesse. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'appelle un peu, c'est un anglicisme, mais la brand equity, c'est travailler sur sa valeur. Nous, chez Artex, ça revient aussi avec l'histoire du prince Venceslas, mais globalement, on ne fait que les chefs-d'œuvre de la peinture. Donc c'est que des œuvres au-dessus de 35 millions, qui ont des propriétés de valeur refuge, qui sont museum grade, c'est-à-dire qui ont été déjà placées, montrées dans des musées. Et en fait, nous, on a voulu lui proposer une association avec un secteur d'activité qui a un caractère intemporel. Donc, c'est comme ça, c'est le prisme que nous avons pris. Donner de la valeur à son environnement et en fait, essayer de proposer quelque chose qui n'est pas uniquement une sollicitation supplémentaire, parce que Cyril est très modeste, mais
mais il est extrêmement sollicité, comme d'autres sportifs ou comme d'autres chanteurs, acteurs, ils sont très, très sollicités, parce qu'ils apportent aussi de la valeur. Parce que là, j'en viens au point d'Artex, mais aujourd'hui, outre ses qualités professionnelles, sa rigueur, sa discipline, Cyril, il fait partie des athlètes qui est arrivé à créer un capital sympathie hors norme. Je veux dire, Cyril, moi je l'ai vu avec des gens de grandes banques ou des gérants de fonds d'investissement, etc. Que ce soit la personne de 50 ans, de 35 ans ou même de 16 ans, il a ce capital sympathique qui a beaucoup de valeur en fait, qui pour nous, je reviens au début, au premier pilier, mais dans la démocratisation, il faut faire de la pédagogie, il faut aussi augmenter la participation. Les athlètes, les artistes ont vraiment énormément de valeur à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être, si j'ai été un peu long, mais les 3 points, c'est comprendre la discipline, que c'est un écosystème assez fermé, très rigoureux. Il faut apporter quelque chose, élargir les horizons de l'athlète. Et ensuite, voilà, essayer de réfléchir à sa brand equity, à qui il veut s'associer, quelle est l'image qu'il veut donner, et toujours d'être dans cette perception de pérennité. Tu as quelque chose à rajouter sur ça? C'est très bien, ouais. Donc déjà, merci Maxime de nous avoir précisé tout ça. C'est vrai que c'était quand même assez précis. On a eu la chance quand même d'avoir un cas concret sur l'investissement, sur un des investissements de ton family office, Cyril. Pour conclure, est-ce que vous avez peut-être un message particulier à adresser à la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs qui, pour la plupart, sont dans le public? Aucune prétention non plus, mais ce que je pourrais dire, c'est n'hésitez pas à essayer. Malheureusement, la vie, c'est ça, hein, c'est fait de up and down, de réussite, d'échecs. Et c'est souvent dans l'échec d'ailleurs qu'on apprend le plus. Hein. Toutes ces phrases bateaux qu'on entend à chaque fois, elles sont bien réelles. Elles sont bien réelles. C'est totalement à vrai. partir du moment où tu as une expérience dans l'investissement de toi-même et que tu as connu ces up and down, je n'ai jamais autant appris que sur une très grosse défaite. Et ça, c'est la réalité. Donc non, ce que je pourrais dire, c'est surtout ayez confiance en vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, apprenez à vous connaître, à vous explorer, à vous poser les bonnes questions sur ce qui vous motive vraiment sur cette planète. Et lancez-vous. Croyez en vous, lancez-vous, entourez-vous. Bien évidemment, faites-le intelligemment, mais lancez-vous. J'ai un ami qui est dans la musique. Il a une gimmick à chaque fois et sa phrase typique, c'est parfois, et c'est vrai, il suffit de le faire. C'est tout. Et beaucoup de gens se posent énormément de questions à chaque fois. Si ça, juste faites-le et vous verrez par la suite. C'est déjà une grosse première étape de faire. Maxime ? Moi, pour rester sur la même trame, ce serait vraiment la curiosité, parce que en tant qu'investisseur, je pense que la curiosité, c'est ce qui vous amène à essayer de comprendre des univers différents du vôtre, mais également des tendances, être en éveil sur les tendances qu'il y a autour de nous et surtout les tendances qui ne sont pas forcément de notre propre secteur. Donc ça, je pense que c'est le point que moi je trouve le plus important. Et puis en plus, c'est par cette curiosité qu'on va avoir des discussions très différentes avec des personnes différentes. Moi, avec Cyril, je ne parle pas du tout tout le temps d'UFC, de MMA ou même de sport. C'est parce que, en fait, la curiosité, c'est ce qui, je pense, permet d'être un peu pluridisciplinaire. Et en fait, c'est quand on comprend les tendances qu'il y a autour de soi, dans même des secteurs différents, qu'on est plus enclin à prendre des décisions. Et là où je le rejoins, c'est vrai que faire, c'est le plus important. Et la curiosité permet de s'ouvrir aussi à d'autres dimensions sur lesquelles on n'aurait pas spécialement été à premier abord. En tout cas, je voulais vous remercier, messieurs, pour votre partage d'expérience, pour le partage concret d'un investissement d'un athlète de haut niveau dans une société. Je voulais également vous remercier tous pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci.